Mon invitée a 28 ans et elle est déjà une habituée des campagnes. La politique de père en fille, une affaire de famille, une fois de plus au Rassemblement national. Mon papa, c'était un aventurier. Ça a toujours été comme ça, on partait à l'aventure avec toujours tu le dis pas à ta mère, hein. J'ai été victime d'attouchement sexuel quand j'avais 12 ans par un de mes camarades de classe. Ça a été, ça a été assez difficile à vivre. Je suis fière, très fière de ce que je suis devenue aujourd'hui par rapport à la petite fille presque timorée que je pouvais être à l'époque. Moi, j'ai toute confiance dans le parti. S'ils ont décidé de le maintenir, c'est sûrement qu'il y a une très bonne raison. Bonjour Aurore Landès. Bonjour Jérémy Armand. Vous êtes candidate aux élections municipales à Angers. Vous êtes le visage de votre parti, le Rassemblement national, dans le département du Maine-et-Loire. On va revenir sur votre parcours, prendre le temps de mieux vous connaître. Et ce, sans langue de bois, c'est la promesse, ici, sur Trajectoire. Votre trajectoire, elle débute dans le nord du Maine-et-Loire, un petit village, Sermaize, 300 habitants, où vous avez grandi, où votre père a été élu maire, d'abord sans étiquette. Il a ensuite rejoint à l'époque le Front National. Le Front National, de père en fille, décidément, encore une affaire de famille. Vous êtes tombée dans la marmite toute petite. Comment vous l'expliquez, cette affaire de famille à chaque fois ? Je pense en fait qu'on suit tout simplement l'exemple de ses parents. Moi, je sais que j'ai vu mes parents m'engager depuis que je suis toute petite, aussi bien mon père que ma mère, même si c'était sur des domaines différents. Donc forcément, quand on a cet exemple-là, je pense qu'on a tendance à le suivre. Et vous comprenez que ça interroge particulièrement dans votre parti. On pense à Jean-Marie et Marine Le Pen, par exemple. Est-ce que vous avez une explication ? Par rapport à eux directement ? Le fait qu'au Rassemblement national, au Front national, il y ait plusieurs cas comme cela de candidats de père en fille. Je ne saurais pas vous dire, honnêtement. Je pense que c'est juste par les liens. On admire, beaucoup de gens admirent leurs parents, je pense, pour leur trajectoire. On a peut-être envie de reproduire la même chose, tout bêtement, ou de faire peut-être différemment aussi, à sa façon. Voilà, je pense que c'est une inspiration comme une autre. Et vous n'avez jamais posé la question, pourquoi dans mon parti, il y a finalement tant d'exemples ? Non, parce que c'est plus tellement une question aujourd'hui. Moi, je vous avoue que mon papa est retiré de la politique. Je continue toute seule. Voilà, je sais que c'est effectivement lui qui m'a mis les deux pieds dedans quand j'étais petite, mais je continue ma route en tant qu'adulte, seule. Voilà. Vous comprenez quand je vous pose la question, évidemment, on a en tête l'exemple des Le Pen. Vous, votre père, en préparant cette émission, j'ai vu que finalement vous étiez très proche de lui, puisqu'il vous a élevé à plein temps jusqu'à vos 8 ans. Oui. Il s'est mis en disponibilité de son métier d'aide-soignant. Est-ce qu'à votre avis, cela peut expliquer pourquoi vous avez à ce point-là épousé ces idées ? On parle souvent de crise d'adolescence, au moment où on a besoin de se positionner un peu contre les idées de ses parents. Est-ce que ce lien peut expliquer, vous, le fait que vous ayez à ce point-là suivi ses opinions politiques ? On a toujours été très très proches, mais on ne parlait pas énormément politique à la maison. Nous, c'est arrivé assez tard finalement, parce que je pense que mes parents ont voulu me laisser me construire mon avis seule. Et je n'ai pas particulièrement souvenir de mes parents parlant politique, d'exprimant pour qui ils avaient voté à telle ou telle élection. C'est quelque chose d'assez tardif dans mon esprit, ou alors je m'en souviens pas, ça peut aussi, ça commence à remonter un petit peu. Mais, Par contre, comme je l'ai dit, il y a un attachement fort, notamment de ces années où il vous a élevé à plein temps. Oui, on partageait quelque chose. Moi, je trouvais ça très exaltant de suivre mon papa partout. Et du coup, effectivement, on a conservé ce lien en grandissant. Voilà. Je trouvais ça exaltant de suivre mon papa partout, vous dites, Oui. c'est-à-dire ? Mon papa, c'était un aventurier. Ça a toujours été comme ça, on partait à l'aventure avec toujours, tu le dis pas à ta mère, hein. Et c'était toujours comme ça. Alors, c'était pas des aventures, des fois, il m'emmenait me boire une fraise à l'eau au café de la ville du coin. C'était... On sent beaucoup d'admiration quand vous en parlez. Oui, Pourquoi ? oui. Parce que je pense que c'est un grand homme. Un grand homme. Il m'a montré beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé. Quand j'étais petite, quand on est enfant, on se pose toujours plein de questions. Il répondait toujours à toutes mes questions. Il savait tout. C'était génial. Bon, en vieillissant, évidemment, maintenant, je lui pose des questions auxquelles il ne sait pas forcément toujours répondre. Et voilà, mais oui, j'ai beaucoup d'admiration, mais aussi pour ma maman. Elle est peut-être moins présente en tant que telle dans mon parcours politique parce qu'elle ne faisait pas de politique, mais j'éprouve la même admiration pour ma maman parce que c'est une femme extraordinaire. Vous comprenez pourquoi je vous pose la question sur la Oui. crise de l'adolescence. C'est souvent le moment où les individus ont besoin aussi de s'émanciper, s'autonomiser. Vous voyez votre parcours avec un certain recul. Vous vous dites,
Ça s'est fait comme ça? Pour quelles raisons? Comment vous l'expliquez? Bah, moi, j'ai eu envie de m'investir assez tôt. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16-17 ans, là où j'ai commencé à avoir, une conscience politique, enfin alors je ne sais pas si on a une vraie conscience politique à 16 ou 17 ans, mais on commence à réfléchir à ce genre de choses, on commence à être assez mature pour pouvoir le faire mais c'est pas forcément mes parents qui m'ont fait réagir à ce genre de choses. Moi, le déclic, ça a été quand j'étais au lycée, pendant un cours d'histoire géo, on faisait un petit peu de géopolitique, on parlait de l'Union européenne et du fait qu'avec l'Union européenne, la France seule ne pouvait pas dévaluer sa monnaie par temps de crise. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais ce que j'avais trouvé particulièrement injuste, c'est pourquoi, en tant que pays, on ne pouvait pas faire ce qu'on estimait être bon pour notre pays, parce qu'on faisait partie de l'Union européenne. Et ça Donc vous auriez à l'époque voulu sortir de l'euro, c'était à un moment donné dans le programme du Front National. Ouais. Aujourd'hui, le parti est complètement revenu là-dessus, sortir de l'Europe, sortir de l'euro. D'ailleurs, ce changement de pied à ce point-là, vous êtes à l'aise avec ça? Oui, enfin alors moi c'était plutôt, justement, ma révolte de jeunesse, hein. J'ai rejoint, du coup, le Front national à l'époque, au moment où c'était une de nos grandes idées, hein. Avec Florian Philippot, C'est par ça, exemple? tout à fait. Mais en vieillissant, déjà, on apprend plein de choses, parce qu'à 18 ans, finalement, on ne sait pas grand-chose, hein, on ne va pas se mentir. On sort tout frais du lycée. Voilà, en vieillissant, on apprend plein de choses, on comprend plein de choses. Et je sais très bien pourquoi on est revenu dessus aujourd'hui. C'est que ce n'est pas faisable dans l'état actuel des choses. Donc il faut faire quelque chose qui soit mesuré, renégocier les accords qu'on peut avoir avec l'Union Donc j'ai compris pour européenne. votre parti, le fait de porter ça à un moment donné, c'était un péché de jeunesse, en quelque sorte? Non, peut-être pas. Je pense que Florian Philippot avait un projet à porter et est-ce que c'était viable à l'époque? Peut-être, je ne saurais pas vous dire honnêtement. Je pense que je me posais même pas la question. Il y avait ce truc un peu dont on réfléchit pas forcément, on s'engage parce que les idées nous plaisent, mais ce qu'il y a derrière, voilà, moi j'étais pas dans le secret des grands, mais peut-être que c'était viable à l'époque et ça l'est plus aujourd'hui. Voilà. On va rembobiner encore un petit peu. C'est une question que je vous pose parce que souvent elle est assez révélatrice pour comprendre la construction des personnalités politiques. Enfant, quel type de collégienne, par exemple, vous pouviez être? Moi, j'étais assez discrète. Je lisais beaucoup, j'adorais, je passais beaucoup de temps au CDI du collège. Voilà, je me cachais un peu, mais comme tous les adolescents à cet âge-là, je pense on veut rentrer dans la masse. Voilà, donc j'étais assez comme ça, ouais. Et à l'école, votre expérience, comment elle a été? Bah, j'étais plutôt bonne élève, enfin élève moyenne, voilà, classique, qui faisait pas particulièrement d'efforts, c'est vrai, il faut reconnaître, mais ça se passait bien sans. Donc, Et à l'égard de vos camarades de classe? ça a été un peu plus compliqué quand j'étais au collège, puisque j'ai été victime d'attouchement sexuel quand j'avais 12 ans, par un de mes camarades de classe. Ça a été assez difficile à vivre, parce que du coup, comme je vous disais, moi j'étais plutôt discrète. Est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires? Nous, on a porté plainte et ça a été classé sans suite. Voilà. Est-ce que cet événement très, très fort dont vous nous faites part, est-ce que ça a pu, avec le recul, vous diriez, été un élément, un moteur de votre engagement futur? Oui, 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 je pense dans le sens où, suite à ça, je me suis retrouvée très seule. Parce que, c'est ce que je vous disais, moi j'étais très discrète, lui était plutôt populaire et du coup tout le monde s'est retourné contre moi parce que j'avais parlé. Vous Donc vous avez connu le harcèlement. oui, 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 c'était clairement du harcèlement scolaire. Sans doute possible. Et oui, du coup, moi, je me suis retrouvée toute seule à l'âge où, justement, on voudrait surtout ne pas se faire remarquer. Or, absolument tout le monde savait qui j'étais. On se moquait de moi pour ça, etc. Et ça a été assez difficile à vivre. Mais à côté, ça vous donne une force que les autres jeunes de votre âge n'ont pas forcément, dans le sens où, parce que j'ai appris à être seule, parce que j'ai appris à me battre et à tenir dans ce milieu-là, je me suis construite assez différemment par rapport à tout ça. Et si on file la comparaison avec la politique, Mhm. finalement, tenir, faire preuve de force, d'abnégation, c'est aussi, on peut y voir un parallèle, une forme de colère, de revanche. Non, c'est pas une revanche, mais par contre, je suis fière, très fière de ce que je suis devenue aujourd'hui par rapport à la petite fille presque timorée que je pouvais être à l'époque, cachée dans son coin, planquée derrière ses bouquins, et que aujourd'hui, je suis avec vous devant une caméra, donc j'aurais jamais pu le faire à l'époque.
Jamais. Et probablement que si j'avais pas vécu cette agression, je serais peut-être encore comme ça aujourd'hui. Voilà, donc ça m'a aidée aussi à grandir, à m'affirmer et à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui a pu contribuer aussi à devenir la personne que vous êtes, c'est le fait que vous ayez accompagné, enfant, vos parents. Ils étaient délégués syndicaux. Hein. Oui. Votre maman était infirmière et votre papa aide-soignant. Que vous les ayez accompagnés au cortège du 1er mai, donc des cortèges plutôt classés à gauche. Et alors, virage à 180 degrés, lorsque vous avez 17 ans, vous les accompagnez à un autre rassemblement du 1er mai. Mais celui-là, c'est le rassemblement traditionnel de l'extrême droite à Paris, devant la statue de Jeanne d'Arc, le rassemblement donc du Front National. Qu'est-ce qui vous attire à ce moment-là ? Au début, moi, j'avais pas encore ma carte à l'époque je commençais effectivement à m'intéresser à la politique, à tout ça, parce qu'il y avait eu, si je me souviens bien, c'était la même période que les élections départementales. Alors, je sais plus si elles étaient déjà passées ou qu'on venait juste de les terminer ou si c'était 2014, 2015 ? C'était en 2015, c'est sûr, mais par rapport au 1er mai, je sais pas si on venait de finir l'élection ou si c'était encore en cours. Je sais plus exactement, mais bref, c'était dans ces eaux-là. Moi, j'avais aidé mon papa à faire sa campagne, j'étais très fière. Je m'étais auto-décrétée directrice de campagne, ce que je n'étais pas du tout. Maintenant que je me rends compte ce que fait un vrai directeur de campagne. Je montre une photo de vous et votre père. Oui. Donc vous étiez autoproclamée oui, directrice de campagne. Ouais, c'était rigolo. Et du coup, il m'avait proposé de venir à ce défilé du 1er mai. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais du coup, j'ai suivi et ça a été un chouette moment. Mais qu'est-ce qui vous attire lorsque vous entendez les discours de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen ? Alors Jean-Marie Le Pen, moi j'ai pas entendu de discours de lui. Je pense qu'il était déjà exclu à ce moment-là. Il commençait à être écarté du parti. Je pense, oui. Donc je crois qu'il était monté sur scène, qu'il avait fait un coucou et voilà, je crois. Effectivement, je vais vous montrer l'image. C'est une image qui a marqué à l'époque, puisque Marine Le Pen tentait à ce moment-là de prendre le pouvoir sur son père. Et lui, il s'invite, on le voit sur scène, comme un pied de nez. Vous, à ce moment-là, la fille, vous faites écose pour elle, vous éprouvez de la solidarité pour elle ? Si vous voulez, moi quand je suis rentrée au Rassemblement National, au Front National à l'époque, Jean-Marie Le Pen, moi je ne sais pas qui c'est. Moi, je m'engage pour Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est pas ma génération, c'est pas mes idées, voilà. Moi, ça a toujours été Marine. Je me suis engagée pour elle parce que je pense qu'elle porte la voix de plein de gens qui se sentent oubliés. Ça avait Et ce jour-là, si on revient à ce jour-là, ce 1er mai 2015, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous l'entendez ? Déjà, je la trouve formidable. Vraiment, je la regarde avec des yeux d'enfant émerveillé. Et je me souviens que ce jour-là, il y avait il y a eu je ne sais pas si c'est une intervention des Femen qui avaient loué sur un des bâtiments qui était sur le côté de la place. Ces militantes féministes qui arborent les seins nus souvent pour porter leur cause. Qui avaient loué un appartement, enfin je ne sais pas. Du coup, elles avaient pendu une banderole sur un balcon qui reprenait un peu cette idée du drapeau nazi sur fond rouge avec un rond blanc au milieu. Alors je ne me souviens plus si c'était une croix gammée ou le logo du Rassemblement National. Enfin, clairement, c'était pour nous comparer à des nazis. Et pile au moment du discours de Marine, où elle parlait des femmes qu'ont fait la France, on était en train d'évoquer Jeanne d'Arc, on était en train d'évoquer Marie Curie, on était en train d'évoquer toutes ces grandes femmes qu'on fait aussi la renommée de la France. Et en fait, je me suis dit, je ne comprends pas comment des femmes qui peuvent se dire féministes se permettent déjà de cracher sur une des rares femmes présidente de parti, ce qui est quand même assez rare, même encore aujourd'hui. Une femme présidente de parti que vous nommez Marine, j'observe. Oui. On entend rarement des militants d'autres partis dire Nicolas, François, non, Emmanuel. C'est vrai. Pourquoi ? Mais par contre, chez nous, on les appelle Marine et Jordan, c'est parce qu'il y a un lien de proximité avec eux qui est assez fort. Même si les gens ne les connaissent pas forcément, on les sent proches de nous. Et on se sent proche d'eux, on se sent écouté. Et je pense que du coup, effectivement, ça crée un lien de proximité qui est assez fort. Vous avez décidé ensuite de prendre votre carte au Front National. Voter pour le Front National, c'est une chose, mais prendre sa carte, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui vous fait franchir le pas ? Ça a été facile à faire ?
Ça a été, alors ça faisait un petit Est-ce moment. qu'il y a eu un déclic au moment où vous prenez votre carte? Ouais, ça faisait un moment que je voulais prendre ma carte honnêtement parce que moi je voulais faire des choses. J'avais 17 ans, ça y est, Faire comme votre père, on l'a compris. Bah, pas forcément comme lui, c'était pas forcément pour l'occuper, mais je voulais faire Il quelque était chose. déclaré en tout cas à l'époque maire Front National, l'un des seuls, le seul en Anjou. Mais voilà, vous, le moment où vous prenez la carte, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément déclencheur? Bah alors, c'est oui et non dans le sens où je faisais du théâtre quand j'étais au lycée et on avait une représentation annuelle à Montplaisir. Quartier Montplaisir, c'est un quartier populaire angevin. Et du coup, on était arrivés, après avoir déjeuné tous ensemble, enfin après avoir dîné tous ensemble, on arrivait pour aller faire du coup notre spectacle. Et c'était un groupe qui était assez féminin. De mémoire, il devait y avoir un ou deux garçons parmi nous. Et on était par contre plutôt quasiment 8 ou 10 femmes, je sais plus, mais... Et voilà, et il y avait des gamins de 12 ans qui nous avaient insultés parce qu'on n'était pas voilés. Et moi, ça m'avait déjà choqué qu'on se fasse insulter pour ça. Et ensuite, que les gens autour de moi, le groupe avec qui j'étais, ça les faisait rire. Et moi, j'ai pas trouvé ça normal, en fait. J'ai pas trouvé ça drôle et j'ai pas trouvé ça normal qu'on puisse, alors même si c'est des gamins et évidemment, voilà, mais j'ai pas trouvé ça normal qu'on puisse se faire insulter. Et donc, c'est en réaction à ça? Et c'est une réaction, le fait de oui. prendre une carte? En fait, c'est ce soir-là où je suis rentrée et j'ai dit à mes parents, même si vous n'êtes pas d'accord, je veux prendre ma carte et je vais prendre ma carte. Vos parents n'étaient pas d'accord? Mes parents ne voulaient pas au début que je prenne ma carte parce qu'ils voulaient que j'attende d'être majeure. Ils craignaient peut-être pour vous Oui, je pense aussi. Et puis voilà, donc ça avait été un long débat. Et ce soir-là, je suis rentrée en leur disant quasiment, je ne vous laisse pas le choix, je prends ma carte maintenant. Et juste après, vous avez commencé à vous présenter. Vous vous êtes présenté à pratiquement à toutes les élections, hein, je l'indique pour ceux qui nous regardent, depuis près de 10 ans. Vous n'avez jamais été élu. Et pour autant, vous continuez à vous présenter à chaque fois, donc vous ne touchez aucun revenu de la politique. Ouais. De quoi est-ce que vous vivez aujourd'hui? Moi, je suis assistante clientèle dans un service client. Voilà. Vous avez un BTS J'ai un BTS communication. Oui. Est-ce que vous avez connu, ça va permettre de mesurer le caractère de déconnexion ou non des hommes politiques, est-ce que vous avez déjà connu des petits boulots, vous savez, où on a mal aux pieds, on a mal au dos à la fin de la journée? Oui, j'ai travaillé pendant 4 ans à la cafétéria du CHU d'Angers. C'était mon boulot étudiant. Au début, j'avais été embauchée juste pour les vacances. Et comme j'avais repris mes études par correspondance, ils m'ont gardée parce que ça me permettait d'être là pour être, dès qu'on avait une absence, ce Et donc genre 4 de choses. années à temps plein? Quasiment, oui. Alors c'était, du coup, comme je disais, je faisais des remplacements. Mais en parallèle des campagnes? Oui. Et après? Et après ça, du coup, j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé un petit peu plus d'1 an et demi au conseil régional en tant que collaboratrice de groupe. Le groupe s'est séparé, donc il n'y avait plus de collaborateurs, donc j'ai perdu mon emploi. Vous vous retrouvez au chômage? Je me retrouve au chômage, oui, tout à fait. J'y reste pendant peut-être 8-9 mois, quelque chose comme ça. Je retrouve un emploi sur une plateforme d'appel pour les assurances téléphoniques. Emploi alimentaire, on peut le dire? Oui, c'est ça, oui, totalement. Parce que c'est les seuls qui disent oui, tout bêtement. Hein. Je pense que j'ai vécu, et je vis parfois plus maintenant, mais la même chose que ce que des millions de Français vivent, c'est-à-dire des centaines de CV envoyés pour pas de réponse. Donc ma vie n'est pas différente des autres gens, je vis les mêmes galères au quotidien. Donc j'y suis restée 4 mois, c'était un CDD. Après, à nouveau au chômage, malheureusement. 8 mois aussi, pareil. Il y a quand même des longues périodes de chômage. Oui. Et puis là, du coup... Qu'est-ce que ça vous a appris sur aussi la situation peut-être de ce que vivent des millions de Français, le chômage? Que contrairement à ce que peut nous dire M. Macron, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi. C'est extrêmement dur, on peut être qualifié, on peut être plein de choses. Ça ne marche pas comme ça. Je peux compter sur les doigts de la main, sur vraiment, mais sincèrement, des centaines de candidatures envoyées, je peux compter sur les doigts de la main le nombre de fois où j'ai été reçue en entretien d'embauche. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes inquiété des revenus que vous allez toucher? Oui, parce que moi, j'arrivais en fin de droit. En plus, là, cette année, avant de retrouver mon emploi, ça vous crée des angoisses. Vous auriez pu toucher le RSA? Oui. Le dernier mois où j'ai été au chômage avant de commencer mon emploi, les 15 derniers jours, j'avais plus de droits, hein, c'était fini et c'était catastrophique. Moi, je me voyais déjà finir sous un pont, j'étais horrifiée. C'était terrible. Bon, évidemment, mes parents m'auraient pas laissé mourir de faim sous un pont, je reciterais, mais... On voit votre visage pratiquement chaque année à Angers, par exemple, sur les tableaux d'affichage des élections. On n'imagine pas que vous soyez comme ça, vous vous inquiétez d'être sous un pont sans ressources.
Parce Il y a que une précarité qui est assez surprenante, assez rare, qu'on entend peu de la part d'une femme politique. malheureusement, c'est aussi l'univers dans lequel évoluent les Français. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué aujourd'hui de trouver un emploi, on le sait. Même s'il y a du chômage, enfin, il y a des gens qui sont en recherche, c'est compliqué. Surtout que j'appartiens moi à une génération où quand on était au collège, au lycée, on nous disait par exemple que les bacs professionnels, c'était un peu des sous-catégories, ce genre de choses. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas forcément partis sur des métiers manuels, qui avaient un talent là-dedans, qui aujourd'hui gagneraient beaucoup mieux leur vie que ce que nous, on peut faire dans nos petits bureaux. Voilà. Et tous les gens qui ont décidé de partir dans le tertiaire, c'est boucher de chez boucher, parce que il y a trop de monde en fait. Parce on a empêché les jeunes d'accéder aux métiers qui les faisaient rêver quand ils étaient jeunes, quoi, tout bêtement. Malgré ces difficultés passagères dont vous venez de parler, vous êtes depuis quelques années le visage du Rassemblement national en Anjou. Vous avez pu constater que lors des dernières élections, aux élections législatives, il y a eu ce que votre président de parti a appelé les brebis galeuses, des candidats qui ont tenu des propos racistes, homophobes, etc., et qui ont été, dont des articles de presse ont révélé ces manquements. Ça se reproduit à nouveau lors de ces élections municipales. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que dans votre parti, régulièrement, il y a comme ça des cas de personnalités qui ont des propos choquants? Non, je pense que c'est le cas dans tous les autres partis. C'est juste que chez nous, on est scruté à la loupe bien plus que pour les autres partis, pour le coup, et que forcément, ça sort plus facilement. Mais oui, C'est pas un peu complotiste de dire ça? Non, honnêtement, ça ne l'est pas du tout. Oui, mais après, c'est très bien que la personne en question ait été démasquée. Et puis... Vous êtes pour une intransigeance absolue? Ah oui, de toute façon, son investiture lui a été retirée. Il n'aura pas de soutien du parti sur ces élections et c'est fini. Vous êtes dans la région Pays de la Loire. Oui. Est-ce que vous connaissez Julio Pichon? Oui. C'est le candidat du Rassemblement national à Saint-Nazaire. Et il a tenu des propos sur ses réseaux sociaux qui ont été mis au jour par un article de nos confrères du site lesjours.fr. D'accord. Avec des propos assez orduriers. Il a pu dire, par exemple, « pauvre con », je le cite, « mange-merde »,« couille molle », fermez les guillemets, pour désigner ses adversaires politiques. Il a tenu aussi des propos au relent homophobes. Pour autant, votre parti a décidé de le maintenir. D'accord. Par rapport à ce que vous venez de me dire juste avant, est-ce que ça ne fait pas un peu mauvais genre? Alors, je vous avoue que moi, j'étais pas au courant du tout pour Julio Pichon. Du coup, là, en toute honnêteté, ayant pas particulièrement le fond, je préfère mettre... Lui, il s'est excusé en disant qu'il regrettait ses propos. Pour autant, le parti le maintient. Vous, en entendant cela, vous me dites que vous êtes pour une intransigeance absolue. Comment vous réagissez? Moi, j'ai toute confiance dans le parti. Donc, je pense que comme je vous disais, moi, j'ai pas le contexte, je sais pas, j'ai pas l'histoire. C'est au sein de notre région, c'est la région Pays de la Loire. Saint-Nazaire, c'est pas loin d'ici. Oui, non, mais ça, je sais bien. Mais moi, je vous avoue, j'ai tellement la tête dans le guidon avec nos élections à nous que je n'ai pas fait particulièrement attention à ce qui se passait chez les voisins. Mais si ces propos sont exacts et qu'il est maintenu, ça vous choquerait? Non, mais comme je vous disais, moi j'ai confiance dans le parti. S'ils ont décidé de le maintenir, c'est sûrement qu'il y a une très bonne raison. Voilà, j'ai pas les détails comme je vous disais parce que j'ai pas du tout suivi l'histoire, mais je fais confiance à nos cadres pour savoir ce qu'ils font à ce niveau-là. Dernière question dans cette émission, question rituelle. Je vais vous montrer une photo, celle-ci. Oui, mon affiche. Quand vous vous voyez comme ça, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne en face de vous? De ne pas oublier pourquoi je fais ça. N'oublie pas d'où tu viens et n'oublie pas pourquoi tu fais ça. Ça, c'est important. Pour vous, ça vous inquiète d'un jour d'oublier? En fait, si vous voulez, la politique, je trouve ça génial. C'est génial par plein d'aspects. On rencontre des personnes qui sont formidables. On apprend plein de choses, etc. Mais on le sait aussi, c'est un milieu qui est globalement assez malsain. Assez malsain, vous diriez? Oui, on peut le voir quand vous voyez toutes les affaires que les politiques peuvent avoir aux fesses, ce genre de choses. Y compris votre parti. On voit en ce moment le procès en appel des assistants parlementaires du Rassemblement national. Vous avez participé à un rassemblement contre les juges après la décision en première instance. Là, vous citez les politiques et les affaires qu'ils peuvent avoir. Pourquoi avoir décidé de manifester contre la justice? C'est important quand même de respecter la justice.
Oui, alors oui, c'est important de respecter la justice, mais si vous voulez, moi je suis d'accord à 100% avec ce qui a été dit par le parti à ce sujet-là, c'est-à-dire que les règles à l'époque n'étaient pas particulièrement claires, les gens ne sont pas, les gens qui ont été soumis à ce jugement ne sont pas accusés d'emploi fictif, ne sont pas accusés de détournement de fonds, ils ne sont pas d'accord sur Ils sont la accusés de façon... détournement de fonds, de sommes très importantes au détriment Oui, mais du pas, Parlement pas européen. pour un enrichissement personnel, pardon, c'était dans ce sens-là, mais pas dans le sens où ces personnes-là, du coup, n'auraient rien fait ou autre. C'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le rôle, sur la façon dont les personnes étaient employées. Donc si c'est l'argent du contribuable européen, c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut? Non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, c'est juste que, comme je vous expliquais, ils n'étaient pas d'accord sur des règles de fonctionnement. Ils reprochent à des assistants parlementaires d'avoir fait de la politique. Oui, mais quand vous êtes assistant parlementaire, vous faites forcément de la politique. C'est comme ça. C'est la ligne de défense, en tout cas, qui a été plaidée effectivement par votre parti. On verra ce que décidera en appel la justice. Merci beaucoup, Aurore Laondès. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver les autres entretiens que nous ont accordés les candidats aux élections municipales à Angers, mais aussi à Nantes, sur notre chaîne YouTube.